Bonsoir et heureuse de vous retrouver dans Afrique Soir. Il est 18h à Rabat. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'infos. On continue au sommaire. L'invité culturel, Amina Msfel, présidente de l'association Hadaf pour les personnes à besoins spécifiques. L'association fête ses 20 ans à cette occasion et il inaugure ce soir une exposition photo pour revenir sur les temps forts de ses activités. Les détails ce soir en compagnie de Hanan Harat et dans le dossier du jour, Bachir Saoud, président de l'association du Salon international des dates, nous parlera avec Hanan Harat du Salon international d'El-Food, le rendez-vous annuel des personnels ou des professionnels du secteur au Maroc et à l'international. Mais d'abord, le journal de la rédaction, voici les titres. Élection présidentielle au Kenya, certains électeurs devront encore patienter. L'élection boycottée par l'opposition est reportée dans 4 comtés de l'ouest du pays. De violents affrontements ont opposé des partisans de l'opposition et la police. Au moins 3 personnes ont péri dans les heurts. Et au Mali, un groupe armé terroriste affilié à l'AQMI a été mis hors de combat. 15 extrémistes ont été tués par l'armée française dans la nuit de lundi à mardi dans le nord du pays. On fait le point dans ce journal. Et le Maroc multiplie les efforts pour se prémunir de l'extrémisme et du radicalisme. Hier à Bruxelles, une conférence sur le thème de la réforme du chant religieux au Maroc a réuni plusieurs orateurs. Un reportage à suivre dans quelques minutes. Climat très tendu au Kenya pour cette journée d'élection présidentielle. Le scrutin est reporté à samedi dans 4 comtés de l'ouest du pays. De violents affrontements ont opposé des partisans de l'opposition et la police. Au moins 3 personnes ont péri dans les heurts. Les 4 comtés en question sont d'ailleurs des bastions de l'opposition où certains opposants ont bloqué l'accès au bureau de vote à Nairobi. En joint en direct, notre correspondante Charlotte Simonard. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. D'abord, comment s'est déroulé le vote dans les différentes régions du Kenya aujourd'hui ? Alors, pour commencer, beaucoup de violence tout de même dans certains bidonvilles de la capitale, Mataré et Kibera notamment. Je m'y suis rendue ce matin et des émeutes avaient déjà commencé dès l'ouverture des bureaux de vote vers 6 heures du matin. Les partisans de l'opposition empêchaient l'accès aux bureaux de vote. Et puis, j'ai également vu un homme en sang qui gisait sur le sol devant un bureau de vote. Il s'était fait tabasser car il venait voter. Dans les 4 comtés du pays dont vous parliez, à l'ouest du pays, donc au bord du lac Victoria, de mêmes scènes ont eu lieu et là-bas, la violence est telle que le scrutin est reporté donc jusqu'à samedi. Les bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir, jamais pendant la journée. Le matériel électoral n'a même pas pu être acheminé là-bas. Et puis les agents électoraux avaient vraiment peur pour leur sécurité. Partout ailleurs, en revanche, et c'est important de le souligner, le vote s'est déroulé dans le calme, si calme que dans l'après-midi, on pouvait voir des agents électoraux qui dormaient sur leurs chaises, attendant les électeurs venus au compte-gouttes. Pas de file d'attente cette fois. On est loin de l'enthousiasme suscité lors du scrutin du mois d'août dernier. Alors Charlotte, justement, on parle au Kenya d'un faible taux de participation, ça se confirme, mais maintenant, vers quel scénario se dirige le pays aujourd'hui ? Alors, si une faible participation se confirme, Uhuru Kenyatta serait élu sans une réelle légitimité. Donc, s'il n'a pas le soutien de la majorité du peuple, on est reparti sans doute dans les procédures. C'est-à-dire que l'opposition va introduire certainement un recours pour faire annuler une nouvelle fois le scrutin. Et elle pourrait encore une fois avoir gain de cause puisque ce second vote est entaché déjà par des irrégularités dénoncées tout au long de la journée. Des bulletins de vote ont été volés, des bureaux n'ont pas pu ouvrir. Je vous le disais, des électeurs ont été agressés, tués même dans les manifestations. Alors si la Cour suprême annule encore une fois l'élection, la commission électorale aura alors 90 jours pour réorganiser un nouveau scrutin. Mais il n'est pas impossible que la Cour suprême valide finalement l'élection contre toute attente. Vous savez, les juges craignent en ce moment pour leur sécurité après que l'un d'entre eux a été attaqué par un homme armé il y a quelques jours. C'était la veille de rendre la décision sur le report au nom de l'élection. Donc les juges pourraient ne pas oser annuler le scrutin et se dire que finalement, pour le pays, pour sa stabilité, il ferme les yeux sur les irrégularités. Merci beaucoup, Charlotte Simonard, pour toutes ces informations. Au Mali, maintenant, un groupe armé terroriste affilié à l'AQMI a été mis hors de combat et 15 extrémistes ont été tués par l'armée française dans la nuit de lundi à mardi dans le nord du pays. L'opération Barkhane comprend depuis août 2014 le déploiement de 4000 soldats français dans la bande sahélo-saharienne. Souhaboutaha pour les détails.
15 terroristes mis hors de combat au Mali par l'armée française Barkhane. Il s'agit de combattants du groupe Ansar ad-Din, associé à Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'opération s'est déroulée à Abeybara, près de la frontière avec l'Algérie, selon l'état-major de l'armée française. Il précise qu'une frappe de Mirage 2000, des tirs d'hélicoptères Tigre et une intervention au sol ont été nécessaires. L'opération Barkhane, conduite par la France en partenariat avec les pays du G5 Sahel, qui regroupe la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali, a été lancée le 1er août 2014. Elle compte environ 4000 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes terroristes et à soutenir les forces armées de chaque pays partenaire. Par ailleurs, depuis mars 2012, le nord du Mali est en proie aux groupes terroristes qui avaient été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale. Et en Centrafrique, le secrétaire général de l'ONU a rendu hommage hier à Bangassou aux casques bleus marocains et cambodgiens tués au début de l'année dans l'exercice de leur mission de maintien de la paix et de protection de la population locale. Dans une allocution à cette occasion, Antonio Guterres a tenu à exprimer sa gratitude aux contingents militaires et policiers présents à Bangassou. Il a aussi regretté la mort des soldats marocains et cambodgiens qui ont sacrifié leur vie pour la défense des droits et de la sécurité du peuple centrafricain. Direction New York à présent, réponse à la référence insidieuse au Sahara marocain par la délégation algérienne durant les débats sur les questions liées à l'information. Le représentant du Maroc a mis à nu l'attitude algérienne. Yassir Helfaoui a dénoncé l'acharnement de ce pays sur la question du Sahara marocain qu'elle évoque alors même qu'elle n'est pas à l'ordre du jour des débats. Et suite aux expulsions massives de migrants en Algérie, dont 102 Maliens, le ministère des Affaires étrangères malien et celui en charge des Maliens de l'extérieur dénoncent ces agissements dans un communiqué. La question sera aussi au centre des travaux de la prochaine session au sein de l'Assemblée nationale du pays. En attendant l'arrivée des 40 bus chargés de migrants dans le nord du Mali, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne dénonce le comportement inacceptable de l'État algérien. Écoutant au micro de notre correspondant à Bamako, Mohamed Anyoko. C'est une situation inacceptable parce que l'Algérie a signé toutes les conventions de respect des droits de l'homme, et aussi bien les conventions de 1954 et aussi la Charte africaine des droits de l'homme. On ne peut pas comprendre que les droits de ces Africains, disons, excusez-moi le terme, noirs qui vivent dans leur sol, ils décident unilatéralement de les expulser de l'Algérie. Et si tel est le cas, c'est un État souverain. Et ce que nous déplorons, que ces expulsions se font d'abord massivement, ce qui est une violation grave des droits humains. Deuxièmement, qu'ils les déposent à quelques kilomètres, 7 kilomètres de la frontière nigérienne pour marcher à pied pour arriver de l'autre côté, alors qu'ils auraient pu les mettre dans des avions pour les déposer dans leurs pays respectifs. L'appel que nous avons lancé à l'Union africaine et au gouvernement malien, à la CEDEAO, c'est d'être autour d'une table et dire à l'État algérien: c'est des pratiques qui ne sont pas acceptables. Parlons maintenant politique au Maroc. Un conseil du gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Saad El Othmani, qui a notamment appelé les membres de l'exécutif à remplir pleinement leurs responsabilités. Cet appel intervient après le limogeage de 4 responsables ministériels, après la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du programme de développement Al-Hussein Mamanar Al-Mutawassit. On écoute le chef du gouvernement marocain. Cette réunion du Conseil du gouvernement est la première après la décision de Sa Majesté le Roi de mettre fin aux fonctions de certains membres du gouvernement. À cette occasion, je loue sans équivoque le communiqué du cabinet royal. Il ne s'agit ni de cas de triche, ni de détournement de fonds, mais nous devons tirer les leçons. Il faut que l'exécutif concrétise ses actions et je demande aux membres du gouvernement à veiller à remplir leur mission et à être en phase avec le slogan que nous avions lancé, l'écoute et la réalisation, l'écoute des citoyens, des élus,
des acteurs économiques, des partenaires sociaux, de la société civile, puis le travail et la réalisation concrète sur le terrain. On quitte le Maroc pour la République démocratique du Congo. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, est arrivée ce jeudi à Goma, dans l'est de ce pays, confronté à une crise humanitaire et politique profonde. Des dizaines d'opposants au président Joseph Kabila manifestaient devant le quartier général de la MONUSCO à Goma. Il s'agit du premier voyage en Afrique de l'ambassadrice, qui a rang de ministre dans l'administration américaine. Après l'Éthiopie et le Soudan du Sud, Nikki Haley est arrivée mercredi soir à Kinshasa et séjournera en RDC jusqu'à vendredi, dernière étape de sa visite africaine démarrée en début de semaine. Le Hezbollah libanais dans le collimateur de Washington. La Chambre des représentants américaine a adopté hier de nouvelles sanctions contre le parti. C'est l'une des mesures destinées à durcir les sanctions contre l'Iran et à tarir le soutien financier de Téhéran aux groupes extrémistes. 3 amendements visant le groupe libanais ont été passés hier à main levée, sans opposition. Le Parlement européen a décerné ce jeudi son prix Sakharov 2017 pour la liberté de l'esprit à l'Assemblée nationale du Venezuela, l'Assemblée privée de son pouvoir législatif après avoir été conquise par l'opposition au président Nicolás Maduro et aux opposants emprisonnés dans ce pays plongé dans la crise. Le prix Sakharov doté de 50 000 € sera remis lors d'une cérémonie le 13 décembre à Strasbourg. Sachez que le Maroc multiplie les efforts pour se prémunir de l'extrémisme et du radicalisme. Hier à Bruxelles, une conférence sur le thème de la réforme du chant religieux au Maroc a réuni plusieurs orateurs. C'est un reportage de nos correspondants à Bruxelles, Samir Benelkaïde et Yassine Sassi. Quels sont les grands axes de la réforme du chant religieux? Quel bilan peut-on en tirer? Quels enseignements pour la gestion du fait religieux dans un environnement européen? Ces 3 questions ont été abordées hier soir à Bruxelles lors d'une conférence débat organisée par l'ambassade du Maroc dans la capitale belge. Au nom de l'ambassade du Maroc en Belgique, vous souhaitez la bienvenue. L'expérience marocaine dans la réforme du chant religieux est un sujet majeur dans plusieurs milieux, qu'ils soient politiques, médiatiques ou culturels belges. L'intérêt de cette rencontre est de montrer ces résultats qui font que le Maroc est une référence pratiquant un islam ouvert, pacifique et modéré. Le monde a connu ces dernières décennies une croissance des menaces terroristes et le caractère transnational de cette violence pose de nouveaux défis aux États. Outre l'aspect sécuritaire, d'autres dimensions sont explorées, comme la religion. Le Royaume du Maroc a pris très tôt et de manière proactive la mesure du danger de l'extrémisme et de la radicalisation. Pour Mohamed Tozi, politologue et sociologue, les musulmans sont pragmatiques et négocient dans leur approche pratique de leur religiosité. L'une des particularités des musulmans, pas uniquement des musulmans, de toute pratique, c'est de négocier sa pratique par rapport à 2 impératifs. La réussite ici et le salut éternel. Ahmed Abadi, secrétaire général de la Rabita Mohammadiya des Ulama du Maroc, précise que l'accélération de l'histoire a provoqué un bousculement des équilibres dans les sociétés musulmanes à la fin du XIXe siècle. Ce qui a freiné la modernité, dans les pays musulmans, une modernité avec des effets contrastés. La modernité en soi n'est pas un mal, mais c'est peut-être les approches qui ne sont pas pondérées et qui ne sont pas fonctionnalisées à cette modernité qui peuvent parfois nuire. Les jeunes en voie de radicalisation sont pris au piège par un discours séduisant. On a affaire à la diffusion d'un discours à l'échelle planétaire qui est une forme de discours déraciné. Et c'est des discours qui sont percutants parce qu'ils sont binaires, simples, simplistes. La nécessité de collaborer paraît évidente entre la Belgique et le Maroc. L'exécutif des musulmans de Belgique travaille en ce moment avec l'État belge pour mettre sur pied une série de projets en rapport avec la pratique de l'islam.
La Belgique a mis en place toute une série d'initiatives, donc à travers l'institution représentative des cultes musulmans, donc l'exécutif des musulmans de Belgique, notamment en ce qui concerne la formation des cadres religieux, donc, et plus particulièrement les imams. Ils ont tout intérêt justement à tirer les leçons de cette expérience marocaine qui est assez spécifique et assez unique. Cette réforme suscite de plus en plus d'intérêt auprès des observateurs, dépassant largement les frontières du royaume chérifien. Retour à Rabat, c'était une rencontre fructueuse. La 7e conférence islamique des ministres de l'Environnement a adopté en clôture de ses travaux la déclaration de Rabat, une déclaration sur la protection de l'environnement et la réalisation des objectifs du développement durable. Le principal message, orienter tous les efforts pour atteindre le développement durable et mettre en œuvre des plans et programmes de développement durable dans chaque pays. La déclaration de Rabat plaide aussi pour le renforcement du cadre institutionnel international existant en matière d'environnement et de développement. Le Maroc poursuit ses efforts de promotion et de présentation du patrimoine manuscrit. Rabat a accueilli la cérémonie de remise de la 38e édition du prix Hassan II des manuscrits. C'est un reportage de Marwa Ben Halima et Wassim Haddan sur un récit de Salma Saïdi. Le prix Hassan II des manuscrits réunit pour sa 38e édition plus de 26 lauréats. Les participants ont présenté de nombreux manuscrits dont plusieurs remontent à des milliers d'années, une manière de contribuer à l'enrichissement de la Bibliothèque nationale et des archives du Maroc. Nous avons participé avec la lettre expliquée d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. C'est une copie unique au monde. Le comité scientifique a soigneusement examiné les manuscrits et les documents historiques proposés. La sélection s'est faite conformément à une réglementation rigoureuse. Le but est de promouvoir le patrimoine manuscrit marocain. Le plan de travail du gouvernement en ce qui concerne le ministère de la Culture consiste en la numérisation de ces manuscrits, mais également la publication d'un décret pour valoriser ce prix. Pour examiner les manuscrits, le comité scientifique vérifie la rareté du manuscrit, son ancienneté, mais aussi sa valeur scientifique et esthétique. Le nombre de documents présentés a considérablement augmenté cette année. Ils étaient 58 à participer à cette 38e édition, avec plus de 237 documents. Après un demi-siècle, l'assassinat de l'ancien président américain John Kennedy à Dallas fait de nouveau les gros titres. Les États-Unis doivent rendre public ce jeudi les dernières archives relatives à une enquête qui a fait couler beaucoup d'encre et engendré diverses théories de complot. Selon les universitaires qui ont travaillé sur l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963, les dossiers qui vont tomber dans le domaine public n'apporteront pas de précisions nouvelles d'importance sur les raisons qui ont poussé Lee Harvey Oswald à tirer sur Kennedy. En 1992, le Congrès américain avait ordonné que tous les documents touchant à l'enquête sur la mort de Kennedy soient mis à la disposition du public. Voilà, c'est la fin de cette édition à suivre. Le JT Éco en compagnie d'Oumaïma Sbila. Je vous retrouve juste après.